Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Jérémy Pontieux, social media manager éditorial du média Arte France. Salut Jérémy. Salut. Gérer le CM d'Arte, c'est avant tout promouvoir les programmes de la chaîne. Quelles sont les particularités de ce type de produit ? Parce que du coup, je suppose que pour vous, ça devient un produit aussi qu'il faut montrer, vendre. Ça veut dire qu'il soit regardé, ces programmes, ces productions. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on dit beaucoup contenu, mais au final, c'est un peu la même idée. Et la clé, je pense que c'est d'être adapté à chaque réseau social. Et d'arriver, alors c'est vrai de tous les CM, mais c'est particulièrement vrai chez nous, d'avoir sa propre existence et de pas altérer l'œuvre d'origine. Pour nous, c'est le grand défi, d'arriver à retransmettre la parole de l'auteur sans dénaturer, sans faire un contenu qui soit non existant sur les réseaux sociaux, qui puisse avoir son propre style, son propre angle, et qui puisse être vu dans le truchement de cette plateforme-là. Ouais, vous avez une sorte de pression énorme parce que vous avez en face de vous un programme, donc quelque chose qui est fait justement pour être consommé comme un contenu fini, et vous devez faire du contenu, c'est quasiment une mise en abîme. Du coup, est-ce que c'est une difficulté au quotidien, ça ? C'est une difficulté. Alors non, on a un inventaire de contenu qui existe. Je le redis là parce que c'est important de le savoir. Ça porte une production qui est différente en fonction du contenu qu'on aborde. On a donc plusieurs offres éditoriales. On a la chaîne télévisée, bien sûr, avec les programmes de l'antenne. On a une partie des programmes qu'on rachète pour notre offre sur Arte TV directement, ou alors qu'on produit directement sur Arte TV pour une diffusion purement numérique sur le site. Pas mal de web-séries sont faites comme ça, par exemple, dont Tu préfères à la volée ou Patience mon amour, j'en parlerai plus tard, c'est un peu spécifique. Patience mon amour, justement, c'est les autres reflets, c'est les plateformes sociales qui sont pensées comme lieu de création pour nous de contenu, des offres éditoriales qui sont adaptées sur les réseaux sociaux spécifiquement. Et en fait, le but, c'est pas de faire un teasing d'un programme. C'est important à l'avoir en tête. C'est vraiment d'arriver à faire des contenus qui sont spécifiques sur ces plateformes, qui sont des lieux de création aussi pour nous. C'est notre avantage à Arte, c'est qu'on a la liberté d'imaginer les réseaux sociaux comme des lieux de création. Et c'est un défi parce que, j'espère pas faire trop long, pardon. Non, vas-y. Mais c'est la matière sur laquelle on travaille qui laisse pas tellement place des fois à la modification. Donc par exemple pour les programmes de l'antenne, il faut mettre en valeur le programme de l'antenne en ayant quand même malgré tout une vidéo qui soit anglais. Et on a une matière d'image qui nous oblige à réfléchir, à mettre en avant le programme tout en ayant un contenu qui soit adapté pour les réseaux. Et donc par exemple pas de facecam pour les interviews, ça peut être handicapant sur les réseaux, pas d'accroche directe à l'internaute à travers le programme. Donc il faut trouver des mécaniques en fait rusées, sur des mécaniques qui dénaturent pas l'œuvre d'origine mais qui permettent d'avoir en même temps un contenu adapté au réseau. Ouais, on voit la complexité là se dessiner, et en même temps j'ai envie de dire que certainement vous avez balisé le chemin, parce que c'est souvent les mêmes types de programmes qui reviennent de manière cyclique, des séries, des JT, des fictions, des documentaires. Du coup, est-ce que vous êtes créé une sorte de guideline en fonction des typologies de contenu où vous savez exactement comment vous allez réagir et comment vous allez créer du contenu lié à cette typologie de contenu ? Alors la réponse, elle est oui et non. En fait, on a en premier lieu toujours une page blanche quand on aborde un programme. On essaye de se dire d'abord quelle est la parole de l'auteur, quelle est la parole du programme, et donc de devoir repenser une mécanique adaptée à ce programme. Et on a la liberté de le faire, c'est notre avantage aussi, d'être dans l'idée de financement public, c'est de devoir d'abord, on va dire, de pouvoir rendre plus librement la parole d'un auteur et de rester dans cette lieu de création et dans ce ludique-là. Donc en fait, on va quand même malgré tout remettre un peu à plat et se dire, ok, sur ce programme-là, qu'est-ce qui va parler le plus et quelle plateforme sociale est la plus adaptée. Après, derrière, on a des mécaniques, ça c'est sûr, et on a des mécaniques qui sont par exemple un carrousel Instagram pour des programmes un peu difficiles d'accès avec des sujets assez costauds. Le carrousel Instagram permet de prendre le temps de détricoter la parole d'un programme. Sur les programmes info et société, c'est très vrai. Après, on peut avoir pour des programmes un peu plus culturels une logique de stories qu'on fait défiler avec une interaction plus directe, notamment pour des artistes par exemple. Ça permet de mettre dans le bain d'un auteur et de son histoire. Et c'est peut-être le moment aussi pour moi de préciser qu'il y a plusieurs équipes qui interagissent, et donc ça amène aussi plusieurs mécaniques. On a l'équipe qui travaille sur
les réseaux sociaux côté communication aussi, qui travaillent sur des temps forts de communication. Lorsqu'ils travaillent sur des temps forts de communication, ils ont un panel d'outils qu'ils utilisent et qui sont appliqués à ce temps fort et à la manière avec laquelle ils pensent le temps fort. Nous, de notre côté, on travaille sur la grande partie de ce qu'on publie au quotidien sur le compte. Donc en fait, on va réfléchir plutôt par programme et essayer de se dire là-dedans comment on peut lier et de rebondir sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui nous amène à mettre des mécaniques. Et puis après, on a l'équipe des magazines qui réfléchit sur une matière qui est celle du magazine, donc ça peut être 28 minutes. C'est des extraits de plateau, donc qu'est-ce qu'on tire comme mécanique sur les réseaux sociaux? Pas mal de vidéos, par exemple. Et puis, on a une équipe pour Arte Concert, on a une équipe, voilà. Là, je suis en train de m'imaginer le nombre d'heures de programmes que vous bingez en permanence pour connaître votre projet, tout simplement. Ça oblige un peu, ouais. Bon, et c'est vrai que chaque programme est assez différent, et d'ailleurs ça peut être vu comme une marque avec son propre public, sa propre communauté et donc ses propres centres d'intérêt. Comment vous faites le diapason? Parce que ça me paraît quand même super compliqué, c'est un grand écart en permanence. C'est vrai, c'est un peu le grand écart. Ce qui fait vraiment, on va dire, la richesse de la chose, c'est la ligne qu'on se donne sur l'ensemble de ces programmes qui est de rester ouvert sur le monde. Alors ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment chez nous constitutif de tous les programmes et donc derrière de la réflexion qu'on a par rapport à ces programmes et des contenus qu'on ressort, la variété des points de vue, l'ouverture sur le monde, ça nous oblige nous à garder de la curiosité, de l'ouverture d'esprit sur tous les contenus et donc appliquer cette mécanique là en se disant ok, qu'est-ce qui éditorialement sur ces contenus nous permet de respecter ce qu'on dit là, c'est-à-dire garder la curiosité, l'ouverture sur le monde, voilà, et sur les plateformes, c'est pas évident parce que sur des plateformes qui ont tendance à enfermer, ça nous oblige presque des fois à aller à l'envers ou alors essayer des choses qui sont légèrement en décalage de ce qu'ils peuvent faire, qui pourraient être plus efficients. En tout cas, là, les thématiques que tu amènes, par exemple la curiosité, c'est très large. Et du coup, en face, vous avez des communautés très larges. Et on peut citer quelques chiffres. 4 millions de mentions j'aime sur Facebook, 1,3 million sur Twitter, comme sur Instagram. Pour proposer des contenus affinitaires, personnalisés, je suppose que ça bloque, quoi. On se dit comment je vais faire pour parler à l'ensemble. C'est quasiment impossible à chaque fois. C'est très difficile. Il faut savoir qu'au total, on a 21 millions d'abonnés sur l'ensemble de nos chaînes sociales. Donc, c'est quand même un gros chiffre. Et en fait, ça rend l'exercice difficile, ça c'est clair. Et c'est tentant, particulièrement sur Arte France, parce que moi je centralise, moi je suis vraiment sur Arte France spécifiquement, de mettre en valeur les best-sellers, les contenus les plus forts, ce qui va faire que ça va plaire à tout le monde et tous les gens de notre audience. Mais en fait, on adopte parfois cette logique, parfois notamment dans le partage, par exemple d'une page à l'autre, de 28 minutes vers nous Arte France. Malgré tout, on est là, nous, c'est notre chance pour faire de la créativité, pour essayer de tester des choses, même au cœur d'un public assez large, et toujours dans l'idée du programme, de rester dans les clous d'un auteur. Et parfois, chez nous, un auteur a une vision qui peut être un peu originale, détonnante, étonnante, et donc ça nous oblige à avoir des mécaniques qui sont dans cette lignée-là. L'univers de l'auteur qu'on essaye d'adapter sur les réseaux sociaux, c'est particulièrement vrai par exemple d'un compte qu'on a co-fabriqué avec Guillemette Trognon dans mon équipe, qui est un compte qui s'appelle Arte à suivre, que maintenant elle suit seule, et qui est un compte dédié aux web-séries et dans lequel on a essayé de réfléchir à la fois de la créativité de l'auteur et rendre honneur à élargir un peu l'univers de sa web-série avec des contenus et un univers graphique sur Instagram qui puisse être collé à cette série, et en même temps d'avoir une logique spéciale sur cette plateforme Instagram avec des stories, avec des mécaniques conversationnelles qu'elle a imaginées en plus. Quand j'ai cité les quelques chiffres, j'ai parlé de plateformes bien connues, Facebook, Twitter, Instagram, on va dire les traditionnelles, mais il y a aussi les nouvelles, si on peut appeler encore cela des nouvelles. Il y a TikTok, il y a Twitch. Comment vous prenez la décision de vous investir sur une nouvelle plateforme ? Alors déjà, il y a la logique de base qui est, on est sur les réseaux sociaux, il faut qu'on aille sur des plateformes nouvelles pour ajouter cette corde à notre arc. Puis après, il y a la logique de service public qui fait que l'une de nos missions, c'est vraiment inscrit dans notre ADN, c'est d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Et précisément sur ces plateformes, il y a une partie du public qui nous connaît quand même vraiment, et il y a une partie du public qui nous connaît pas du tout, voire qui a des images préconçues sur nous. Un public par exemple très jeune qui imagine qu'Arte, c'est, comme ils nous disent, Arte c'est Agéchamp, c'est clairement, ils se disent que c'est un peu les documentaires Annie et Malier et basta. Donc notre travail, c'est d'aller sur cette plateforme et ça nous oblige à rester hyper humble. Donc vraiment, c'est pas pour faire dans la langue de bois, mais sur Twitch particulièrement, on a essayé d'avoir une logique vraiment de modestie, particulièrement avec la méfiance que les médias, qu'ils avaient par rapport aux médias sur cette plateforme. On s'est dit, ok, on va... C'est un terrain très glissant, quand même. Ouais, exactement. Et on va essayer de garder notre ligne éditoriale d'ouverture sur le monde et on va dire, de contenus curieux, originaux, tout en s'intégrant dans les codes.
Quels moyens mettez-vous en face de chaque plateforme? Est-ce qu'il y a une équipe dédiée? Comment c'est organisé en interne? Ouais, alors on a un faisceau d'équipe du coup, comme je disais avant, qui travaille là-dessus. Florence Danon côté communication, Brigitte Chaignan côté magazine, Stéphanie Poncelet côté Arte Concert, etc., etc. Et en fait, on a donc moi, mon équipe, pour parler de mon équipe, on est sur une bonne partie de ces plateformes, donc Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Twitch. Et toute l'équipe planche sur ces plateformes-là. J'ai 2 personnes dans mon équipe qui ont un focus TikTok et un focus Twitch. Et ils font le travail d'écriture de boarding, de programmation, de modération. Ils occupent une place importante. C'est 5 personnes au total qui sont sur, notamment de manière soutenue, TikTok et Twitch, avec la production de contenu d'un côté et l'accompagnement de la fabrication des émissions. On a une équipe vidéo qui est vraiment la deuxième facette de cette pièce-là, qui est dirigée par Sabrina Bouzouren, sur laquelle on travaille main dans la main, qui produit 70% de nos contenus réseau et qui travaille sur Snapchat et YouTube. C'est eux qui ont la main dessus. Et puis on a l'équipe aussi de Marianne Lévy-Leblond, il faut que je signale son travail, qui accompagne des programmes spécifiquement pensés pour les réseaux sociaux. Il y en a un paquet. Il y a eu notamment, par exemple, Patience mon amour, qui a un programme on a pensé pour le compte Arte à suivre, entièrement en stories. Donc en fait, les moyens, ils sont répartis dans ces équipes-là. Et on essaye de centraliser la diffusion et de faire collaborer tout le monde. Prenons le cas de Twitch, parce que je trouve que ça pose beaucoup de questions. Quand on est sur Twitch, on est quand même sur des codes très proches de votre secteur, à savoir la production audiovisuelle, avec des plateaux, avec de la lumière, un truc vraiment pro. Comment tu décrirais la stratégie d'Arte sur le développement de cette plateforme? Comment vous trouvez votre place? Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'était un défi vraiment nouveau pour partie, parce qu'en fait, on fait pas tant d'émissions de plateau en direct que ça, voire quasiment jamais, parce que comme on est binational, on est européen, mais on a un lien très fort avec l'Allemagne. Tous nos programmes sont traduits dans l'autre langue. Dès qu'on a un programme qui existe, il doit exister ailleurs, en Allemagne, et donc en fait c'est un rend quasiment impossible l'existence de live. Donc là on a pu justement sur ce terrain-là aller sur une approche 100% française, et c'était nouveau. Et puis après on a fait toute une découverte en amont de l'arrivée sur la plateforme. On avait un doc, ce qui s'appelait Streamers, une web-série sur les streamers avant même, qui nous a donné déjà des connaissances sur la plateforme et qui nous a permis de nous renseigner dessus. On a des jeux vidéo qu'on édite et qu'on coproduit, qui nous permettent déjà de connaître un peu le terrain du gaming, qui est quand même central sur Twitch. Et puis après, on a fait des tests, et on s'est entouré de personnes qui sont constitutives de cette plateforme, qui sont des streamers ou streameuses qui connaissent cette plateforme. Et donc, par exemple, Cosmographique, qui a créé Jour de Play, c'est quelqu'un qui avait fait notre premier jeu vidéo Arte, c'était Tab Rider. Donc, c'est des gens qui nous ont aidés aussi à bien entreprendre comment on travaille, enfin, comment travailler sur cette plateforme, comment avoir une logique bien adaptée, bien travaillée. Et puis après, en réel, moi, ça a été ce que je connaissais bien de Twitch, en le scrutant, en regardant beaucoup et en essayant de donner des codes, en échangeant avec les internautes. Et je pense qu'aujourd'hui, on y est arrivé. C'est-à-dire, on est arrivé avec un vrai échange sur la communauté, on va dire, à montrer qu'on n'était pas venu pour faire du chiffre, mais vraiment pour bien entreprendre cette plateforme. Et on a des trucs qui arrivent ou qui existent, je me permets d'en parler, qui sont des nouveaux défis qu'on se lance maintenant qu'on a bien compris les codes. Donc il y a un rendez-vous IRL qu'on aura sûrement déjà fait ce podcast sera sorti, qui est en direct du Hellfest. On a le doc, qui est un rendez-vous d'extrapolation de nos documentaires en live react sur Twitch. Voilà, et on essaye de... Voilà, maintenant qu'on a bien établi notre stratégie de mettre en avant la création et la culture, on essaye de faire en sorte de se lancer sur des nouveaux défis, quoi. On sait que pour des marques avec de telles audiences, comme on en a parlé ensemble, la publication est un enjeu majeur. Au quotidien, comment ça se passe chez vous pour la gestion des publications? Puis c'est vrai aussi qu'on a des marques des fois qui ont du mal à trouver du contenu. Vous, c'est le paradis du contenu. Vous en avez beaucoup. Est-ce que vous avez des processus collaboratifs pour gérer les publications? Bref, comment vous refilez la patate chaude qui est faut publier, faut suivre la cadence? Ouais, tout à fait. Alors du coup, moi, je suis là pour arbitrer vraiment la stratégie sur les plateformes, faire en sorte d'opérer les validations au quotidien. Donc c'est tout ce qui est validation de wording, je vois passer tous les assets, je fais attention à tout ce qui peut passer, de tenir les discussions sur les nouveaux projets en premier lieu pour pouvoir dispatcher après au sein de mon équipe les projets et les suivre au plus long terme, et sur Twitch par exemple plus spécifiquement d'orchestrer la programmation. Mais c'est vraiment le cœur battant, c'est vraiment mon équipe, et dans cette équipe là on fonctionne en ayant vraiment une synergie entre nous, en discutant beaucoup, en échangeant beaucoup. On a Guillemette qui chapeaute par exemple toute la partie plus création de social media, de mécanique social media en lien avec les web productions, qui sont des terrains où on peut créer des trucs. Il y a notre alternante qui est
mêlé à ça, qui est mêlé à cette réflexion sur les web productions. Ludivine, Pierre, qui sont des CM qui justement sont là pour écrire tous les wordings. On en a quand même beaucoup à assurer par jour. Et qui en plus amènent de leur veille sur les réseaux le matin et dans la journée, on va dire, de nouvelles idées. Et puis Flore aussi, qui est en stage aujourd'hui, que moi je mets beaucoup sur Instagram, avec une réflexion de création de stories. Et en fait, tout le monde met la main à la pâte et c'est assez collégial. On discute beaucoup entre nous avec le planning que je donne à l'avance. Plus globalement, au sein de l'équipe sociale, quels sont vos objectifs? Même toi, personnellement, quels sont tes objectifs et comment tu les définis? Vous visez, je suppose, des KPI. Enfin, est-ce qu'il y a un grand tableau au sein des bureaux d'Arte avec l'évolution des courbes? Tel chiffre et tel chiffre. Non, on a des objectifs chiffrés, ça c'est clair, qui sont définis sur l'année, sur lesquels on fait des points d'étape réguliers pour voir si on les a atteints, donc c'est au global. Après, on les connaît au quotidien, puis on compare les postes entre eux en travail de veille. On a un service d'études qui nous permet d'avoir du recul, parce que la plupart du temps, quand on a le nez dedans, on est angoissé par les chiffres, et c'est typiquement le genre de choses qu'il faut regarder avec parcimonie. Il faut pas trop regarder les chiffres, sinon on angoisse vite. Puis il y a des moments où c'est difficile, par exemple les Reels qui sont mis beaucoup en avant, d'un coup ça demande de shifter la stratégie. Les chiffres nous en rendent compte de ça, clairement. Après, nous, notre objectif premier, et moi c'est vraiment pour ça que j'ai été recruté chez Arte, c'est le côté éditorial. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est la qualité des programmes, la créativité, l'audace, le goût, l'innovation. C'est pas des mots, poncifs chez nous, c'est des mots qui vraiment drive le reste. Et en fait, on essaie de garder cette idée des contenus qui décryptent le monde, qui ouvrent des portes avec nos internautes, qui puissent leur donner envie de creuser des questions. Et en fait, ça, on le reçoit plutôt dans le qualitatif. On regarde plutôt en fait la réception de l'asset, la réception de l'ensemble des assets qu'on a préparés. Est-ce que ça a intéressé les internautes? Quelle est la durée moyenne de visionnage? Donc ça, finalement, on revient aux chiffres, mais toujours dans un rapport de nous à l'internaute. Qu'est-ce qu'il a pensé? Est-ce qu'ils ont bien compris le concept, le contenu? Et c'est notre chance. Côté service public, c'est notre chance de pas forcément être obsédé par les chiffres. Ouais, tu fais bien de le dire et tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a du financement public, vous n'avez pas une corde autour du cou où si jamais la rentabilité n'est pas au rendez-vous, vous allez avoir quelques soucis. Mais pour autant, je suppose que quand même, il y a besoin de mesurer très fréquemment, de donner des rapports, de montrer que votre action, elle a un sens, elle est utile. Du coup, comment tu le mesures, ce retour sur investissement? C'est quelque chose qui prend la forme d'un PDF et qui est remis chaque mois. Enfin, comment vous gérez? Non, c'est, je pense que c'est vraiment par programme et par asset qu'on essaye de mesurer si ça a été bien reçu. Donc il y a les chiffres, clairement. On regarde nous aussi les chiffres, on regarde aussi parce qu'on fait pas ça à blanc dans le vide. Donc on essaye de regarder si sur l'ensemble des assets qu'on a travaillé autour de ce programme, il y a eu un record. Est-ce que ça a bien marché? On est toujours content quand ça a été vu. On essaie de faire en sorte de faire attention, de prêter attention à ça. Mais encore une fois, c'est vraiment le côté quelle réception a été faite vis-à-vis de ce programme? Est-ce que ce programme qui, par exemple, a peut-être testé des choses nouvelles, a été bien reçu, a été bien compris, et l'accueil n'a pas été en surface? Les gens ont bien saisi le programme, on a réussi à le prendre par le bon bout pour l'expliquer. On a ce terme-là qu'on utilise nous, chez nous aussi en tant que média public, c'est l'utilité sociale. Et ça se mesure vraiment dans la réception. C'est pour ça que nous, on est présent sur différentes plateformes. C'est pour servir ça. Et oui, on a des chiffres. On sait qu'on a cumulé plus de 1,8 milliard de vues en 2021, donc c'est une hausse de 400%. Donc là, on se dit, ok, on a dû bien faire le travail à un moment donné quelque part. On a l'âge moyen aussi du public qui nous sert un petit peu de baromètre dans l'utilité sociale dont je parlais pour adapter. Je réponds un petit peu, tu vois, à la fois dedans et pas dedans. On est un peu dedans et pas dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu des deux. Ça nous sert évidemment de baromètre par programme, mais d'abord, c'est le contenu. Allez, on termine avec la question qui est la question que je pose à tous les social media managers, community managers qui viennent dans ce podcast. Comment tu vois ton métier de community manager dans 10 ans? Alors voilà, je te demande de sortir ta boule de cristal et nous le dire. Je fais un petit... je regarde la boule, ce qu'elle donne. C'est très difficile. Moi, ce que je me suis dit, c'est l'adaptabilité va être la clé. Avoir quelqu'un qui... alors, il faut pas faire des CM qui sont épuisés en faisant trop de choses en même temps et qui piquent les compétences de tout le monde. Mais c'est important de comprendre les compétences de tous les métiers. Ça peut être de la vidéo, finalement, être un petit peu JRI, être un petit peu analyste des chiffres, être un petit peu bon à l'écriture. Après, il y a une partie, je pense, dans les réseaux sociaux, c'est peut-être là-dessus que j'aurais envie de centrer, c'est le côté importance de la bienveillance sociale, de
d'arriver à mouiller un peu la chemise pour essayer de défendre sa ligne édito et faire en sorte de créer dans un endroit assez anxiogène quand même, parfois, je trouve parfois vraiment étouffant de par sa profusion de contenu qui font que les gens réagissent à chaud surtout, arriver à maintenir dans la création des contenus et dans l'accompagnement de ces contenus, de faire en sorte que le CM devienne garant d'une explicitation claire et nette de l'intention et que ce soit perçu comme des îlots dans lesquels on peut être bien, avec des îlots qui accueillent un maximum de monde bien sûr, mais dans lesquels le CM a travaillé pour que de la création du contenu à son accompagnement, cette ligne soit respectée et que les gens soient défendus dans les commentaires et ailleurs, quoi. Elle est intéressante ton approche parce qu'on sent que tu as les deux pieds dans le secteur du média et que c'est très centré sur le contenu et ça apporte en tout cas un angle supplémentaire. Merci Jérémy pour cette plongée dans ton quotidien chez Arte et puis on se dit à très bientôt. Non, merci à toi. Salut. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.